Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité suspect de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La coordination nationale du Parti Les Démocrates s'est réunie le vendredi dernier pour sa première session ordinaire. À l'issue des travaux, la démission de Boni Yayi de la présidence du parti a été officiellement actée. L'intérim est désormais assuré par le premier vice-président, Éric Rondeté. Fatigue extrême, stress chronique, perte de motivation au travail, le burn-out est aujourd'hui une réalité pour de nombreux professionnels. Ce syndrome d'épuisement peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale. Comment reconnaître les signes, se faire accompagner et surtout prévenir ce phénomène? La réponse dans ce journal. Et puis, dans l'actualité internationale, en France, condamné en première instance à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen présumé de sa campagne de 2007, l'ancien président Nicolas Sarkozy est jugé en appel à partir de ce lundi. Le parti d'opposition, les démocrates, a achevé les travaux suspendus depuis le 6 mars dernier. Cette session consacrée à l'avenir immédiat de la formation politique s'est articulée autour de plusieurs points majeurs. La principale attente concernait le sort de Boni Yayi à la tête du parti. Après une rencontre avec l'ancien chef de l'État à Tchaourou, le verdict est sans équivoque. Boni Yayi maintient sa décision de quitter la présidence du Parti Les Démocrates. En attendant la désignation de nouveau président, l'intérim est assuré par le premier vice-président du parti, Éric Rondeté, suivant le point des décisions avec le secrétaire à la communication du parti, Guy Dossou Mitokme. Le vendredi 13 mars 2026, la coordination nationale du Parti Les Démocrates a repris les travaux suspendus de la session du 6 mars 2026. Les travaux de la présente session se sont articulés en 2 points. 1. Le rapport de la délégation envoyée à Tchaourou pour rencontrer le président du parti, le président Thomas Boni Yayi. 2. Le rapport de la commission de réflexion sur les perspectives du parti au lendemain des élections législatives de janvier 2026. En ce qui concerne la mission envoyée chez le président Thomas Boni Yayi, la coordination nationale a été informée du maintien par le président de sa démission. La coordination nationale a pris acte de la démission et conformément à l'article 17 du règlement intérieur, le premier vice-président du parti, M. Éric Rondeté, est chargé d'assurer l'intérim du président en attendant la convocation à cet effet d'un conseil national extraordinaire dans les 3 mois qui suivent. Quant au rapport du comité de réflexion sur les perspectives du parti au lendemain des élections législatives de janvier 2026, les membres de la coordination nationale ont donné leur accord pour que le parti rencontre les candidats qui en feront la demande. À cet effet, après avoir pris acte de la demande d'audience formulée par le parti FCBE, la coordination nationale a instruit le secrétaire administratif aux fins de faire les diligences nécessaires pour la tenue de la dite rencontre. Enfin, à l'issue des rencontres, un rapport sera présenté à la prochaine session du Conseil national du parti prévue pour se tenir le samedi 21 mars 2026 afin de définir les orientations politiques que la situation du moment rend nécessaire. Fait à Cotonou, le 13 mars 2026. Je vous remercie. Autre volet de l'actualité, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication entend promouvoir une campagne médiatique responsable, apaisée et respectueuse des principes de cohésion nationale. Dans ce cadre, au cours d'une séance plénière précédant la signature de la charte de bonne conduite pour la présidentielle de 2026, le deuxième rapporteur, Basile Chibozo, a procédé à la lecture du document. Nous vous proposons à présent de découvrir les 10 premiers articles de cette charte. Article 1er. Les candidats s'engagent à respecter scrupuleusement
Les lois et les textes réglementaires régissant la communication et les médias durant la période électorale ainsi que les décisions et directives de la HAC. Article 2. Les candidats s'obligent à ne s'adresser qu'aux médias légalement reconnus par la HAC. Article 3. Les candidats doivent veiller à ce que le contenu de leur support de communication soit respectueux des dispositions du Code électoral, du Code de l'information et de la communication et aux dispositions réglementaires en la matière. Grand 2. Respect des journalistes et des professionnels des médias. Article 4. Les candidats s'engagent à respecter le travail des journalistes, ne pas exercer de pression, menaces ou intimidation à l'encontre des professionnels des médias, favoriser un climat de confiance et de collaboration avec les organes de presse. Article 5. Aucun candidat ne doit caporaliser pour quelque raison que ce soit un organe de presse. Article 6. Les candidats s'engagent à s'abstenir dans les médias de tout propos diffamatoire ou injurieux, de toute incitation à la haine, à la violence ou à la stigmatisation et de toute diffusion volontaire d'informations fausses ou trompeuses. Article 7. Les candidats et les représentants des candidats doivent s'abstenir des propos attentatoires à la vie privée, à l'appartenance religieuse, sociale, régionale ou ethnique d'un autre candidat ou d'un citoyen. Article 8. Toutes les interventions médiatiques doivent être circonscrites à une saine émulation des idées. Article 9. Les candidats s'engagent à promouvoir dans leurs interventions médiatiques un débat d'idées fondé sur les programmes et les projets de société, un langage respectueux à l'égard des adversaires politiques et des messages favorisant la paix, la tolérance et la cohésion nationale. Article 10. Les candidats s'engagent à respecter les périodes officielles de campagne, les règles relatives à la publicité politique, les conditions d'accès aux émissions et espaces médiatiques fixés par la HAC. Pression professionnelle, surcharge de travail, stress permanent, de plus en plus de travailleurs sont confrontés au burn-out, ce syndrome d'épuisement professionnel qui affecte aussi bien le corps que l'esprit. Souvent silencieux au départ, il peut avoir de lourdes conséquences sur la santé et la vie sociale des personnes touchées. Comment reconnaître les premiers signes de ce mal? Quelles sont les solutions pour le soigner et surtout les moyens de le prévenir? Réponse dans cet élément. Le burn-out, comme son nom le dit, c'est un nom anglais. Burn-out, c'est brûler à l'intérieur. Donc ça relève du stress chronique. Donc quand le sujet qui fait face à une sollicitation professionnelle qui dépasse ses capacités, donc il a pris du temps pour tenir face aux sollicitations professionnelles pendant longtemps, puisque c'est une question de durée, il finit par se fondre, il finit par perdre toutes ses énergies. Et là, il va dans un état d'épuisement total. C'est difficile que l'individu lui-même se rende compte qu'il est en situation de burn-out. De toute façon, il commence par déjà présenter lui-même des signes de malaise, d'inconfort. Il n'arrive pas à supporter, d'accord? Il n'arrive pas à supporter les charges qui lui sont confiées. Il perd d'énergie. Il ne donne pas la réponse qu'il faut par rapport à la demande qu'on lui adresse. On lui demande un rapport dans 2 jours, dans 3 jours, jusqu'à 1 semaine, il n'a pas encore livré le rapport. Ça donne déjà des signes que l'individu il perd ses capacités. Il peut être au départ quelqu'un qui est performant, mais à un moment donné, on commence à se rendre compte qu'il n'est plus du tout dans le travail. En griffe, c'est qu'il n'est plus dans son plat, comme on peut le dire couramment. Donc quelque chose commence par mal aller, mal se passer à ce niveau-là. On peut lui suggérer d'aller en consultation psychiatrique pour recevoir des conseils, soit sur le psychologue, soit sur le psychiatre. Il peut commencer à développer des signes d'ennui, des signes d'anxiété. Ça, c'est des manifestations d'ordre psychologique. Les manifestations d'ordre physique, c'est que la personne se sent fatiguée de plus en plus.
asthénie chronique, fatigue chronique. On cherche par tous les moyens pour le soigner, on n'y arrive pas. Pourquoi pas changer d'activité? Parce que s'il ne peut pas tenir à un poste donné, il peut peut-être tenir à d'autres postes. D'accord? Donc on peut lui faire pouvoir changer d'activité, changer de poste. On peut lui faire changer d'environnement. On peut l'affecter à un autre poste ou à une autre tâche. Donc il y a tous les moyens possibles pour corriger ces états de stress. Mais quand ça va au burn-out, là c'est le terminus. C'est que l'individu est bloqué. Au plan individuel, l'individu aussi doit pouvoir s'entraîner à pouvoir gérer son quotidien. Il ne doit pas concentrer trop de tâches dans un même temps. Donc il doit pouvoir se donner un certain nombre de priorités. D'accord? C'est à travers son organisation qu'il peut gérer de façon souple et simple ses sollicitations. En interactualité, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promulgué ce samedi une ordonnance-loi portant création d'un tribunal pénal économique et financier. Cette nouvelle institution judiciaire vise à renforcer les mécanismes de poursuite et de répression des infractions économiques et financières, notamment les détournements de fonds publics, la corruption, le blanchiment d'argent et les malversations dans la gestion des ressources de l'État. Suivons. En République démocratique du Congo, un tribunal pénal économique et financier vient d'être créé. Institué par ordonnance du président Félix Tshisekedi, cette nouvelle juridiction sera chargée de traiter les affaires de détournement de deniers publics, de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite et de corruption. Le tribunal comprendra une chambre de première instance et une chambre d'appel compétente pour juger les infractions à caractère économique et financier. Il sera composé de 40 juges, dont 20 magistrats et 20 juges assesseurs. L'objectif principal de cette nouvelle instance est d'améliorer l'efficacité dans le traitement des dossiers sensibles et de renforcer la confiance des Congolais dans leur système judiciaire. Son siège sera établi à Kinshasa. Le tribunal pénal économique et financier disposera d'une autonomie fonctionnelle ainsi que d'un budget propre inscrit au budget national. En France, le procès en appel de l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est ouvert ce lundi à Paris. Il est soupçonné d'avoir reçu de l'argent provenant de la Libye, dirigé par Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne victorieuse pour l'élection présidentielle en 2007. Il a été condamné à 5 ans de prison en première instance. Le reportage. L'ex-président français Nicolas Sarkozy est de retour devant la justice pour son procès en appel dans l'affaire des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. L'ancien chef de l'État comparaît devant la cour d'appel de Paris pour recel de détournement de fonds publics, corruption passive, financement illégal de campagne électorale et association de malfaiteurs. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Le procès qui s'ouvre ce lundi doit durer jusqu'au 3 juin. En septembre dernier, Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et condamné à 5 ans de prison ferme en première instance, du jamais vu pour un ancien président de la République française. Il a passé 20 jours en détention à la prison de la Santé à Paris avant d'être libéré sous contrôle judiciaire en novembre. À l'ouverture de ce nouveau procès, l'ancien chef de l'État est à nouveau présumé innocent. Il comparaît aux côtés de 9 autres prévenus, dont ses proches collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux, tous les deux condamnés en première instance. Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir noué un pacte de corruption avec le dictateur libyen Mouammar Kadhafi afin de financer sa campagne électorale victorieuse pour la présidentielle de 2007. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.